À toutes les semaines sur mon Instagram, je fais un Q&A pour répondre à vos questions de façon anonyme parce que les gens aiment ça poser des questions un peu spéciales. Mais il y a des questions qui reviennent quand même un peu plus fréquemment que d'autres. Fait qu'aujourd'hui, je voulais rentrer un petit peu plus dans les détails de celles qui reviennent le plus fréquemment. J'ai des jeunes enfants de 2 à 4 ans qui me voient m'entraîner et qui aiment ça. Est-ce que je les initie ou est-ce que c'est trop jeune? Donc, ça, c'est sûr que pour moi, ça va être une opinion. Vous n'êtes pas obligé de vous baser là-dessus à 100%. Ceci dit, déjà, il faut briser le mythe que s'entraîner pour les enfants ou pour les ados, que c'est potentiellement problématique. Est-ce que ça peut nuire à leur croissance? C'est faux, c'est un mythe, ça n'a jamais été prouvé. Les multiples études qui ont été faites sur l'entraînement et l'activité physique en général chez les enfants démontreraient que non seulement ça a des bénéfices en termes de performance physique, évidemment, mais ça a aussi des bénéfices en termes de performance cognitive. Donc, les enfants qui font de l'activité physique et de l'entraînement en résistance peuvent avoir des bénéfices en termes de concentration, ils ont tendance à avoir des meilleurs scores à l'école, etc. Donc non, c'est pas une mauvaise chose du tout selon moi d'initier ses enfants, même en bas âge, à l'entraînement. C'est plus une question qu'il faut le faire de la bonne manière. Donc quand ils sont en très bas âge, l'idée c'est pas de les entraîner super fort, de les pousser à l'échec, puis de les faire des PR, puis de s'assurer que la technique est parfaite et tout ça. L'idée c'est de leur apporter un certain niveau de plaisir, c'est qu'ils développent un certain intérêt pour l'entraînement. Fait que c'est d'y aller tranquillement, c'est de leur montrer comment faire des mouvements qu'ils vont aimer, c'est d'y aller dans le jeu beaucoup plus que dans la performance pour qu'ils aiment ça, ils développent un certain intérêt puis qu'après ça, ils aient envie de continuer à le faire. De montrer l'exemple aussi, c'est sûr que c'est un super bon point. Si vous vous entraînez devant vos enfants, ils vont essayer de vous imiter, ils vont être intrigués puis ils vont avoir envie d'essayer. Fait que si vous avez envie de vous entraîner avec vos enfants, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment beaucoup. C'est juste de toujours le faire de la bonne manière, toujours le faire sans aucune pression, que ça soit de performance ou de technique. Le but, c'est pas de les gosser avec ça. Le but, c'est vraiment juste de leur montrer que ça peut être agréable, que ça peut avoir des bénéfices. Puis graduellement, on commence à intégrer un petit peu des choses un petit peu plus complexes, un petit peu plus challenging, juste parce que le défi va les rendre intéressés aussi, mais toujours dans le plaisir. Le but, c'est pas de les pousser all out du tout. Un autre type de question que j'ai tendance à recevoir souvent, c'est quelque chose qui tourne autour de ça. Donc, est-ce que j'ai des trucs pour couper des addictions? Est-ce que j'ai des trucs pour couper les symptômes de rhume quand on est malade? Est-ce qu'il y a des suppléments que j'ai tendance à recommander? Et je vais toujours répondre la même chose. Un entraîneur n'est pas un pharmacien, un médecin, un physiothérapeute ou un psychologue. C'est pas nous que vous devriez aller voir pour ce genre de questions-là. Des affaires comme des addictions, c'est pas un entraîneur qui va être capable de vous aider pour ça, ça va être un psychologue. Des affaires comme couper des symptômes de rhume, on est malade, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux prendre? C'est pas un entraîneur que vous devriez aller voir pour ça, c'est un pharmacien ou un médecin. Nous, on n'est pas qualifiés pour ça. Notre job, les entraîneurs, c'est de vous mettre en shape et en santé. On veut travailler sur votre musculation, on veut travailler sur l'alimentation, on veut travailler sur les saines habitudes de vie, avec une approche un petit peu plus holistique, mais tout ce qui est plus allopathique, tout ce qui est plus psychologie, c'est pas notre job. Si jamais vous avez un entraîneur qui répond à ces questions-là par autre chose que je te réfère tel professionnel, donc qui va vous donner des réponses un peu plus concrètes, sachez que c'est hors de son champ d'expertise et c'est pas quelque chose sur lequel il a probablement légalement le droit de parler parce qu'il n'est pas qualifié pour le faire. Il y a des ordres professionnels, des pharmaciens, des médecins, des psychologues qui offrent certains droits réservés à ces professions-là. C'est pas à votre entraîneur de faire ça. Je comprends que vous avez une certaine confiance en la personne, mais à un moment donné, allez voir la personne la plus qualifiée pour vous répondre. Pas un entraîneur et surtout pas un pur étranger sur Instagram. Une autre question qui revient relativement fréquemment, c'est quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui varie entre un programme de prise de masse et un programme de perte de gras? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Donc la réponse, c'est non. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui change entre un programme de prise de masse et un programme de perte de gras purement en termes de musculation. Donc, les programmes de prise de masse, les programmes qui vont t'avoir aidé à bâtir la masse musculaire vont être les mêmes programmes qui vont t'aider à maintenir ta masse musculaire quand tu vas être en perte de gras. Ce qui va surtout changer, c'est plus au niveau des calories. Donc, évidemment, quand tu es en perte de gras, tu vas vouloir être en déficit calorique. Quand tu vas être en prise de masse, tu vas être en léger surplus. Et au niveau du cardio. Donc, encore une fois, tu risques de faire pas mal plus de cardio quand tu vas être en perte de gras que quand tu vas être en prise de masse. Que c'est tout à fait correct de faire du cardio quand tu es en prise de masse aussi, non seulement pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire, mais aussi pour te permettre de peut-être rentrer un peu plus de calories et potentiellement travailler un petit peu ta récupération intra-set. Mais en dehors de ça, la variation entre un programme de prise de masse et de perte de gras ne changera pas vraiment. Encore une fois, ce qui va te permettre de bâtir de la masse musculaire quand tu vas être en phase de prise de masse va te permettre de le maintenir quand tu vas être en perte de gras. C'est possible qu'on diminue légèrement le volume quand on va être en perte de gras parce qu'à un moment donné, tu vas avoir de moins en moins de fuel pour faire tes workouts. Ceci dit, de façon générale, ça va rester pas mal la même chose. Autre question qui revient fréquemment, donc cardio, avant ou après pour la perte de poids. Certains sportifs disent que ça peut avoir aucune importance, mais je me demande si ça peut vraiment avoir une différence. Donc,
En termes de perte de gras spécifiquement, le cardio, le moment que tu vas faire ton cardio ne change pas vraiment grand-chose parce que c'est vraiment plus une question de dépense énergétique au total sur ta journée, mais surtout au total sur ta semaine, sur ton mois, sur ton année. Donc que tu fasses ton cardio avant ton workout ou après ton workout va te donner sensiblement la même dépense énergétique. Par contre, si tu veux avoir un objectif de perte de gras, tu veux quand même probablement avoir un certain tonus musculaire à démontrer une fois que tu vas avoir un body fat qui va être un petit peu plus bas. Donc pour te permettre de préserver ta masse musculaire le plus facilement possible, tu veux maximiser tes workouts de musculation parce que c'est surtout ça qui va te permettre de maintenir ta masse musculaire. Donc, pour avoir des workouts de muscu le plus performant possible, ce que j'ai tendance à recommander, c'est de garder le cardio pour la fin du workout parce que ça va te permettre de garder le plus d'énergie possible pour faire ta muscu et ton cardio, que tu le fasses avant ou après ton entraînement, va te donner sensiblement la même dépense énergétique. Donc, autant bien t'assurer que quand tu as le plus d'énergie, tu peux le maximiser sur « je maintiens ma masse musculaire », donc le plus d'efforts possible dans ce qui va te permettre de préserver ta masse. Et ensuite de ça, là, on enchaîne avec un cardio pour aller chercher la dépense énergétique additionnelle. Si tu veux séparer ton cardio et ta muscu, c'est tout à fait correct aussi. Exemple, t'en fais un le matin, tu fais l'autre plus en fin de journée. Il y a aucun problème là-dedans. Si jamais tu n'as pas le choix de les faire les deux collés, j'aurais tendance à te dire priorise ta muscu et après fais ton cardio. Ceci dit, si tu es quelqu'un qui a tendance à toujours skipper ton cardio quand tu le fais après ta muscu, mais que tu tripes vraiment à t'entraîner, tu le sais que ta muscu, c'est ce que tu préfères faire, j'aurais quand même tendance à te dire, là, à ce moment-là, fais ta muscu après ton cardio. Pourquoi? Ça va avoir l'air un petit peu contre-intuitif par rapport à ce que je viens de dire, mais ça revient juste à si tu as tendance à le skipper à la fin de ton workout, mais assure-toi que tu le skippes pas, donc fais-le en premier, et après ça, tu vas pouvoir aller faire l'affaire que tu as envie de faire avec ta muscu. Une qui revient relativement fréquemment et qui risque de revenir beaucoup en ce moment parce que là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, c'est quelque chose comme conseil pour déculpabiliser en voyage ou en vacances où tu as de la difficulté à laisser de côté le fait que tu t'entraînes moins et que tu n'as peut-être pas le contrôle à 100% sur la nourriture. Déjà, je pense que c'est super important de te rappeler de ton why, pourquoi tu le fais, parce que c'est ça qui va déterminer tout ce que tu fais. Est-ce que tu le fais pour être en prep parce que tu veux te rendre sur stage à l'Olympia ou est-ce que tu le fais parce que oui, tu veux être en meilleure shape, mais tu veux surtout être en meilleure santé et le faire sur le long terme? C'est quelque chose que tu veux maintenir pendant plusieurs années, idéalement pour le reste de ta vie et non juste pendant quelques mois ou un an. Si ton why, c'est plus aligné avec l'option numéro 2, donc tu veux le faire plus de façon lifestyle, tu veux le faire plus à long terme, c'est pas nécessairement quelque chose que tu veux faire dans l'extrême performance. C'est normal que tu aies un certain équilibre là-dedans qui va impliquer que des fois, tu seras pas à 100% sur tes affaires. Tant que tu n'es pas en prep, parce que ta job, c'est de faire du bodybuilding professionnel à un niveau compétitif, il n'y a absolument aucune raison pourquoi tu devrais être à 100% sur tes affaires 100% du temps. Faut aussi que tu te permettes de décrocher et de te déstresser par rapport à ça. Et ça implique de pouvoir prendre des vacances où est-ce que des fois, tu ne seras pas à 100% sur ton plan, que ce soit en termes d'entraînement ou en termes d'alimentation, c'est pas grave. Ultimement, si tu es là-dedans depuis un certain temps, tu le sais comment t'arranger. Tu le sais qu'est-ce que tu peux faire en termes d'activité physique si tu n'as pas accès à un gym pour minimalement rester un peu actif en attendant. Tu le sais comment t'alimenter si tu as suivi un plan alimentaire depuis un certain temps. Tu sais qu'est-ce que tu devrais manger en plus grande quantité. Tu sais à quoi tu devrais faire attention de prendre en plus grande quantité aussi. Tu le sais comment t'arranger. Fait que contrôle ce que tu peux contrôler et lâche prise de ce que tu ne peux pas contrôler. Mais si ton objectif, c'est surtout du long terme, il faut que tu apprennes à lâcher prise. Parce que si tu obsèdes là-dedans et que c'est un stress pour toi de ne pas être à 100% sur ton plan et que tu n'as pas un objectif de performance, de bodybuilding, de compétition, le rendu là, c'est plus une question d'équilibre et c'est plus une question de bien-être, c'est une question d'obsession et le rendu là, tu as d'autres problèmes. Une autre question qui est revenue parce que j'avais tendance à répondre souvent aux gens quand ils me posaient des questions qui étaient ultra pointues, que c'était des choses sur lesquelles il n'y avait pas besoin de se casser la tête parce que c'est des micro-détails qui, en bout de ligne, ne changeront pas grand-chose. C'est quelque chose comme, moi, je serais intéressé de savoir qu'est-ce qui compte vraiment pour toi puis qu'est-ce qui n'est pas un micro-détail. Ça va nous aider à filtrer les questions. Fait que c'est quand même une bonne question parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à dire vraiment fréquemment, de se concentrer sur la base en premier. La grosse base va faire vraiment le plus gros de la job puis les gens ont facilement tendance à se perdre dans les micro-détails. Donc, c'est quoi pour moi la grosse base? Déjà, niveau entraînement, c'est de s'entraîner fort et intelligemment. Ça veut dire que tu veux faire des entraînements intensifs, donc tu veux te pousser vraiment le plus possible en dehors de ta zone de confort, mais que tu veux faire des entraînements intelligents aussi, ce qui veut dire que tu veux limiter ce qu'on va appeler le junk volume, donc juste de faire du volume pour le fun de faire du volume. Quand tu fais un exercice, quand tu fais un entraînement, pousse-toi fort. Fais pas juste déplacer des poids pour le fun de déplacer des poids. Pousse-toi fort, le plus près d'un échec musculaire possible et on passe à autre chose. Un entraînement de musculation devrait rarement dépasser le 45 à 60 minutes. Et tu devrais t'entraîner 1 plus ou moins 3 à 5 fois
par semaine en fonction de ton horaire et évidemment de tes objectifs. En termes de nutrition, ce que j'ai tendance à dire, c'est de focuser le plus possible sur au moins ton total de calories et de protéines à la fin de la journée. Donc, tant que tu atteins le même nombre de calories et de protéines à la fin de ta journée, rendu là, comment tu joues avec tes carbs et tes gras, ça n'aura pas tant d'impact que ça sur ta composition corporelle. Ce qui veut dire que si une journée, tu as envie de manger un peu plus de carbs, un peu moins de gras, mais le total de calories et de protéines est le même à la fin de la journée, ça va te donner sensiblement les mêmes résultats et vice-versa. Si une journée, tu as envie d'avoir un peu plus de gras, tu peux diminuer tes carbs proportionnellement. Le total de calories et de protéines est le même à la fin de la journée, on devrait avoir sensiblement les mêmes résultats. Donc, tant que tu es on point sur tes calories et tes protéines, tu peux jouer avec tes carbs un petit peu et tes gras comme tu veux et que tu es on point là-dessus au moins un bon 80% du temps minimalement parce qu'en bas de ça, ça va être difficile d'avoir des excellents résultats. Tu devrais déjà là avoir une grosse base sur ton alimentation. Ensuite de ça, essaie de rester actif en dehors de tes entraînements aussi, ce qui veut dire que, tu sais, fais pas juste t'entraîner pendant 45 à 60 minutes par jour puis ensuite de ça, tu deviens ce qu'on appelle un couch potato. C'est pas ça qu'on veut. L'idée, c'est que tu veux quand même rester actif. Tu veux marcher, tu veux faire un petit peu de cardio, tu veux faire de l'activité physique, juste pour dire que c'est super bien de t'entraîner un 45 à 60 minutes dans ta journée, mais si tout ce que tu fais après ça, ça allait t'asseoir dans un divan puis que tu fais absolument rien d'autre, il va probablement te manquer quand même une certaine partie plus au niveau santé cardiovasculaire qui serait intéressante à aller chercher. Les 2 points un petit peu plus lifestyle qui sont super importants aussi, travailler sur sa gestion de stress et s'assurer qu'on a un sommeil assez long et de qualité. Donc la gestion de stress peut facilement impacter le sommeil et un manque de sommeil peut facilement impacter sa gestion de stress aussi. Donc c'est 2 facteurs qui ont tendance à être en roue un petit peu un avec l'autre et c'est 2 facteurs qui sont super importants de travailler. Toutes les affaires sur lesquelles tu peux contrôler, les affaires sur lesquelles tu as une influence directe, j'aurais tendance à dire arrête de les mettre de côté puis arrête d'attendre que ça se passe, prends action et gère ces affaires-là. Ça va t'enlever une certaine pression au niveau du stress et en ayant moins de stress à gérer, tu risques d'avoir un sommeil qui est un petit peu plus profond, un petit peu plus récupérateur aussi. Donc pour le sommeil, c'est pas juste une question de durée, tu auras beau dormir 10 heures par jour, si tu as 12 minutes de sommeil profond là-dedans, tu vas te réveiller cassé en deux le lendemain quand même, mais c'est pas juste une question de qualité non plus parce que tu auras beau avoir 2-3 heures de deep sleep dans ta nuit, si tu as juste eu 2-3 heures dans ta nuit, fais-moi confiance, tu vas te réveiller cassé quand même. Donc ça te prend obligatoirement les deux. Essaye d'aller chercher idéalement un 7 à 8 heures de sommeil. Idéalement, essaie d'avoir un sommeil de qualité là-dedans. Donc, assure-toi que tu as une routine de pré-dodo, tu limites les distractions et les affaires qui vont être stimulantes en fin de journée pour te permettre d'être un petit peu plus relax. Il y a certains suppléments qui peuvent t'aider aux besoins. Non, je ne ferai pas des recommandations générales, mais assure-toi que tu as un sommeil de qualité le plus possible. Et un des trucs les plus bénéfiques pour avoir un bon sommeil, c'est d'essayer d'avoir la même routine de sommeil. Tu te couches toujours à la même heure, tu te lèves toujours à la même heure et c'est mieux de se coucher toujours à la même heure pour te réveiller naturellement, toujours à la même heure, que de fucker toujours ton heure à laquelle tu vas te coucher puis de te casser ton sommeil avec un cadran. Donc, travailler sur votre sommeil, travailler sur votre gestion de stress, c'est 2 affaires qui peuvent avoir un beaucoup plus gros impact que vous le réalisez. Et finalement, le point qu'on mentionne peut-être pas nécessairement assez parce que ça n'a pas nécessairement un impact direct, mais c'est de s'entourer des bonnes personnes parce que votre cercle social peut avoir un super gros impact sur votre mindset et l'atteinte de vos objectifs. Parce que si vous êtes constamment entouré de personnes qui vous disent que ce que vous faites, ça n'a pas de sens, qui vous remettent en question, qui vous challenge tout le temps, qui vous niaise sur ce que vous faites, puis que vous n'êtes pas encore nécessairement super fort sur votre identité, c'est super facile de remettre en question qu'est-ce qu'on fait, de retourner contre notre propre parole pour faire plaisir aux autres. Et ultimement, s'ils sont constamment en train de vous challenger puis qu'ils sont constamment en train de vous dire que ce que vous faites, ça n'a pas de sens, vous n'êtes probablement pas entouré des bonnes personnes, puis ça fait juste apporter du négatif et du stress dans votre vie. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, ça va être beaucoup plus facile après ça de suivre votre parcours. Une autre question qui concerne peut-être un petit peu plus les débutants, donc les meilleurs conseils que je donnerais aux personnes qui veulent commencer à s'entraîner. Donc, il y a 3 points que j'ai tendance à donner plus fréquemment. Le premier, c'est de trouver une forme d'activité physique que vous allez aimer. Moi, je suis beaucoup dans la musculation, fait que je parle de muscu, mais c'est pas obligé d'être la muscu, ça peut être le crossfit, ça peut être le sport, ça peut être le yoga, ça peut être littéralement n'importe quoi, mais trouver une forme d'activité physique que vous allez aimer et qui va vous rendre la tâche beaucoup plus facile. C'est sûr que si vous avez certains objectifs de composition corporelle, de prise de masse musculaire, vous n'aurez pas vraiment le choix, vous allez devoir faire une certaine forme de musculation. Mais est-ce que vous faites de la musculation plus type bodybuilding, powerlifting, crossfit, haltérophilie? Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, trouver une manière que vous allez aimer, ça va rendre le processus beaucoup plus facile. Ensuite de ça, la deuxième des choses, c'est que c'est mieux de commencer tranquillement que d'y aller all-in, direct en partant, de se brûler de cette année puis de lâcher. Donc, je préfère toujours commencer quand j'ai des clients qui me disent en évaluation, exemple, qu'ils hésitent entre faire 3 à 4 workouts par semaine. Je préfère toujours commencer avec moins. Donc, dans un cas de 3
3-4, je vais commencer avec 3, puis de leur dire si ça va bien, qu'on est capable de le rentrer dans la routine de façon constante et que t'aimes ça, puis que t'en veux plus, là, on en mettra plus. Mais j'aime mieux commencer avec moins, puis qu'on établisse ça solidement, que de t'en donner trop direct en partant, que tu aies de la difficulté à gérer, que ça soit peut-être trop fatigant au début, que tu te décourages, puis que finalement t'abandonnes. J'aime mieux y aller graduellement, build du momentum, puis après ça, on va en prendre plus. Et le troisième point, c'est d'être patient. C'est la chose sur laquelle j'ai l'impression que les gens ont le plus de difficultés. La patience va probablement être ton meilleur allié dans ton parcours de fitness parce que c'est ultra lent. Surtout si tu as un objectif de prise de masse musculaire, bâtir de la masse, c'est long. Surtout quand tu es naturel, évidemment. C'est un long processus. Perdre du gras, ça peut se faire un peu plus rapidement, surtout si tu utilises des méthodes qui sont un peu plus drastiques, quoi qui sont souvent pas soutenables à long terme. Mais perdre du gras, ça peut être un peu plus rapide. Mais prendre de la masse musculaire, c'est long. Et surtout si ça fait des années que tu accumules des mauvaises habitudes de vie, de casser ces mauvaises habitudes-là, ça peut être très long. Donc, focus pas juste sur le poids sur la balance, prends des photos pour pouvoir faire des avant-après, focus sur les performances dans le gym pour que tu puisses voir des performances s'améliorer de semaine en semaine. Remarque tes habitudes de vie s'améliorer. Est-ce que c'est plus facile de te coucher plus tôt? Est-ce que tu as un peu plus d'énergie? Est-ce que tu as plus de concentration dans ce que tu fais dans ton quotidien? Est-ce que tu prends plaisir à faire ta bouffe? Est-ce que tu prends plaisir à mieux manger? Est-ce que tu prends plaisir un peu plus à dire non à certaines affaires que tu sais qui ne sont pas alignées avec ce que tu veux? Est-ce que tu le fais juste parce que tu as l'impression que tu es obligé ou est-ce que tu le fais parce que sincèrement, tu aimes ça et tu te sens bien là-dedans? Parce que tout ça, ça fait partie de ton processus et tout ça, c'est des améliorations qui valent la peine d'être remarquées. Autre question qui revient relativement fréquemment, donc combien d'exercices maximum par groupe musculaire est-ce qu'on devrait faire dans le même workout pour éviter d'accumuler trop de fatigue sur le muscle ciblé? Donc pour répondre à cette question-là, c'est sûr que ça va prendre un petit peu plus de contexte parce que la réponse va dépendre de la fréquence à laquelle tu vas entraîner ton muscle. C'est sûr que si tu fais ton muscle seulement une fois dans ta semaine, tu peux te permettre plus de volume par workout parce que ça va te prendre plus de temps à récupérer, mais c'est pas grave parce que tu vas le refaire dans plus de temps de toute façon. Versus si tu fais le même muscle 2-3 fois dans la même semaine, mais là, tu pourras pas en mettre autant dans le même workout parce qu'il faut que tu sois capable de récupérer suffisamment pour le refaire une deuxième, voire une troisième fois dans la même semaine. Donc, de façon générale, j'ai tendance à dire que pour le même groupe musculaire, c'est souvent entre 1 et 3 exercices par séance. Si tu en fais juste un, tu peux évidemment le faire plus fréquemment, versus si tu en mets 3 dans la même séance, il y a des grosses chances que ça te prenne plus de temps à récupérer, donc moins fréquemment que tu vas pouvoir le faire. Donc, c'est beaucoup une question de fréquence d'entraînement par rapport à la sélection d'exercices et quel type d'exercice que tu vas faire aussi. Est-ce que tu fais juste des exercices qui travaillent dans des positions contractées, comme le leg extension, lateral raise, hip thrust, des affaires comme ça, où le dommage musculaire est beaucoup moins grand, donc la récupération est généralement plus rapide? Ou est-ce que tu fais beaucoup des exercices qui travaillent dans des positions qui sont étirées? Un Romanian deadlift, un hack squat, un bench press, des affaires comme ça, où est-ce que là, on vient travailler beaucoup plus dans le stretch, on vient créer beaucoup plus d'inflammation et ça ralentit exponentiellement la récupération aussi. Donc, si tu as beaucoup d'exercices en position étirée et que tu en mets beaucoup dans le même workout, oublie ça, c'est sûr que tu ne peux pas t'entraîner avant plusieurs jours. Versus si tu fais 1 ou 2 exercices, majoritairement des positions contractées, tu peux probablement en refaire aux 2-3 jours sans trop de problème. La fameuse question de la motivation, c'en est une que je ne suis plus capable d'entendre et qu'on se fait tous poser parce que tout le monde, à un moment donné, a une baisse de motivation à quelque part. Qu'est-ce que je fais quand je ne suis pas motivé? L'affaire qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu arrêtes de dépendre de la motivation pour faire ce que tu as besoin de faire. Les gens pensent que c'est « je suis motivé, donc je fais une action et donc j'ai des résultats ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est à l'inverse. Je fais une action, donc j'ai des résultats, et le fait d'avoir des résultats me motive à continuer. Ta motivation, tu n'auras jamais 100% le contrôle là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire pour l'influencer? Oui, mais tu n'as quand même jamais 100% le contrôle là-dessus. Et même les personnes qui triplent le plus à s'entraîner, qui triplent le plus à bien manger, vont avoir des downs de motivation éventuellement. Mais c'est le fait d'être capable de faire ce que tu sais que tu as besoin de faire, même quand tu n'as pas envie de le faire, qui va faire en sorte que tu vas avoir les meilleurs résultats possibles. Si tu fais juste ce que tu sais que tu as besoin de faire quand ça te tente de le faire, attends-toi pas à avoir des résultats incroyables. Il y a des fois que tu vas être motivé et là, tout va devenir plus facile. Si on pouvait vendre la motivation en pilule, ça serait probablement le supplément le plus cher au monde. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut que tu apprennes à développer les routines et les habitudes nécessaires pour faire ce que tu as besoin de faire, même quand ça te tente pas. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas motivé? Tu le fais quand même. Et tu es fier après de l'avoir fait. Et plus tu le fais, que tu sois motivé ou non, plus tu vas avoir des résultats. Et en ayant des résultats, là, ça va te motiver à continuer. Et dernière question, c'est une question que je me fais poser quand même fréquemment, surtout
que je vois les coachs se faire poser en général. Donc, changer les plans des clients aux 4 semaines, est-ce que c'est seulement une excuse pour vendre des forfaits mensuels? Est-ce qu'on le fait simplement parce que ça a toujours été comme ça? Qu'est-ce que j'en pense? La réalité, c'est que cette réponse-là a deux parties. Il y a la partie volet coach business, où est-ce que oui, faire des suivis mensuels, ça reste que c'est une façon pour nous de nous assurer un certain revenu peut-être un petit peu plus régulier. 100%. Par contre, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui se tannent très rapidement de faire le même plan pendant trop longtemps. Donc, de faire un plan pendant 6, 8, 10, 12 semaines, pour beaucoup de gens, c'est démotivant et ils ont besoin de variété. J'ai coaché plusieurs personnes que quand je leur faisais des suivis aux 4 semaines, rendu à la 3e semaine, ils m'écrivaient puis ils me disaient « Hey, j'ai hâte d'avoir mon prochain plan parce que je commence à me tanner de faire le même. » Versus, il y a beaucoup de gens qui s'arrangent très bien en ayant le même programme d'entraînement pendant 6-8 semaines. Fait que, est-ce que techniquement, les gens pourraient continuer de progresser pendant plus longtemps que 4 semaines? 100%. Même que j'ai tendance à dire qu'un 6 à 8, souvent pour le même programme, ça a tendance à être plus bénéfique. Parce que dans les premières semaines, habituellement, c'est là qu'on s'adapte au plan et c'est plus à partir de la comme 3e semaine qu'on commence vraiment à y aller super investi et qu'on commence à mettre la plus grande intensité. Par contre, si faire un programme d'entraînement plus que 4 semaines te démotive et fait en sorte que ça ne tente plus d'aller au gym, on n'est pas plus avancé. Donc, il y a deux parties à cette réponse-là. Il y a la partie que, oui, définitivement, il y a un côté business au niveau du coaching que c'est une façon pour nous de nous garantir un certain revenu peut-être un petit peu plus stable. Mais il y a aussi le côté clientèle qu'à un moment donné, il faut qu'on donne un peu aux clients de ce qu'ils ont envie. Et si les clients ont tendance à se tanner trop rapidement, qui vont moins au gym et qui font des entraînements qui sont moins intensifs, ultimement, ils vont avoir des moins bons résultats, même si techniquement, sur papier, s'ils continuent de le faire, ils devraient continuer de progresser. Donc, techniquement, on peut tout faire. Que tu fasses tes programmes sur 4 semaines, 6, 8, 10, 12, techniquement, tu pourras avoir des super bons progrès avec tous ces programmes-là. L'idée, c'est juste de trouver la méthode qui va être la plus adaptée à toi et ou de trouver un coach qui fit avec ce que tu préfères. Donc, si jamais toi aussi, tu avais des questions dans ce genre-là et tu avais envie qu'on te simplifie la vie, tu peux venir me suivre sur les réseaux sociaux où est-ce que je fais des Q&A comme ça à toutes les semaines. Donc, Coach Sim, barre en bas BM, ou tu peux cliquer sur le lien dans la description à teamcoachsim.ca pour te booker un appel gratuit avec moi et mon équipe et ça va nous faire plaisir de t'aider. Si jamais tu veux te procurer un chandail Machine de Jacked and Jolly, qui est le meilleur chandail oversize que tu vas avoir pour le temps des fêtes, tu peux te le procurer sur le site internet de projectmachine.store et tu peux utiliser le code WUACV10 pour notre podcast de Woke Up and Chose Violence. Donc WUACV10 et tu vas avoir un 10% de rabais sur ta commande. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine.